ingénieurs, mobiliser toutes ces personnes-là au service de l'intérêt général. Donc, sur des projets, on a des étudiants, par exemple, qui ont déjà réalisé une mission pour Entourage, par exemple. Et c'est une façon pour nous de leur montrer, dès le moment de la formation, dès la période de l'éducation, vraiment, que ce qu'ils apprennent à l'école, ils peuvent l'utiliser, enfin, ces compétences-là, ils peuvent concrètement les mettre au service de projets qui ont un sens pour eux et qui correspondent à leurs aspirations. Et donc, aujourd'hui, avec Latitude, on forme 1000 étudiants par an. Donc, ça fait 1000 étudiants par an qui suivent nos cours et qui, dans ces cours, dans leur école, réalisent des projets pour des assos ou des entreprises sociales comme Entourage. Et on a une communauté de 500 profils tech, donc personnes vraiment qui s'engagent sur des projets aussi, soit pour accompagner les étudiants, soit pour réaliser elles-mêmes un projet dans le cadre de leur entreprise ou bénévolement. Voilà pour Latitude, et on est une dizaine de salariés aujourd'hui et ça fait 3 ans qu'on existe. Merci Manon. PE? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être là avec vous, aujourd'hui. Alors moi, j'ai cofondé Elozac, une start-up avec mon associé Timothée. On est deux passionnés d'économie circulaire. Et le principe d'Elozac, c'est de faire en sorte que chaque produit électronique ait une seconde vie de garantie. C'est-à-dire que les particuliers aujourd'hui peuvent avoir pas mal de produits électroniques à revendre, à recycler, et les process peuvent être complexes, ou alors on n'y pense pas et ça reste dans les tiroirs. Aujourd'hui, on a 3 moyens pour collecter ces produits. Soit vous pouvez booker un coursier, soit vous pouvez envoyer votre produit par la poste, et Elozac paye le colissimo, soit vous pouvez venir dans nos bureaux à Paris et à Lyon. Et en 2 mots, notre activité s'est trouvée évidemment paralysée par la crise du confinement. On a arrêté les coursiers pour des raisons sanitaires, puisqu'il y avait contact systématiquement entre un coursier et une personne qui donne son produit. Vous savez tous que la Poste est en activité extrêmement réduite. Et enfin, nos bureaux ont été fermés puisque on est 20 et les bureaux ne pouvaient pas permettre le côté 1 mètre de distance, on n'avait pas de masque, donc on ne pouvait pas prendre de risques. Et on a décidé du coup, pour adapter notre mission, de réfléchir à comment conjuguer lutte contre le coronavirus et surtout soutien au personnel soignant et impact de la planète, pour On la y vient, planète. on y vient. Et donc on a lancé, On y ça vient. marche, donc on a lancé un truc comme ça en adaptant. Vas-y, je Très t'en bien. prie. Donc là, c'était pour l'instant l'idée de faire connaissance un peu, de présenter vos projets que vous, hors période de crise. Si vous avez des questions sur ces projets, n'hésitez pas, les spectateurs participants. Plutôt, je préfère parler de participants que de spectateurs. Le but, c'est que vous fassiez partie aussi de cet échange. Pour ceux qui nous ont rejoints, juste quelques bonnes pratiques. Si vous voulez poser vos questions, vous allez dans Converser et vous posez vos questions et moi, je les poserai. Et même si vous voulez, je pourrais même vous donner la parole si vous voulez les poser vous-même. Donc voilà, privilégiez l'outil Converser pour poser vos questions et le but, c'est que ce soit le plus interactif possible. Donc, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. PE, tu allais y aller même avant qu'on commence. Désolé, vraiment, je suis Non, désolé, pas de Jessica, problème. pardon, excuse-moi. Non, mais c'est parfait. Alors, donc, voilà, la question, c'est quand et comment avez-vous décidé de lancer un projet lié à la crise? Et est-ce que ce projet est lié à votre activité traditionnelle? Donc, le timing, les moyens et qu'est-ce que c'est par rapport à votre activité traditionnelle? PE, comme tu étais sur ta lancée, si tu veux, je te laisse prendre la main. C'est gentil. Non, mais ça va aller assez vite. En fait, donc, comme je disais, notre activité traditionnelle était complètement paralysée. En même temps, on voulait absolument faire quelque chose. Adapter une chaîne logistique comme la nôtre en temps de confinement, effectivement, sans coursier, avec une poste réduite, a été assez complexe. Il fallait un petit peu tout repenser au prisme des différentes réglementations, des différents gestes barrières, et puis le fait aussi qu'on n'avait pas le même nombre de salariés, puisqu'on en a mis pas mal au chômage technique. Et du coup, on a décidé de lancer le tri solidaire, comme je le disais, pour conjuguer lutte pour l'environnement et toujours notre mission principale et soutien aux soignants. Je me permets de mettre le site, effectivement, le site disponible là, puisqu'on a créé une plateforme à côté. L'idée est tout simple, c'est de faire en sorte que chaque personne ayant du temps potentiellement en confinement puisse vider ses tiroirs de tous les produits électroniques, y compris tous ceux qui n'ont pas de valeur. Et ensuite, vous les mettez dans un petit carton, vous les mettez dans votre boîte aux lettres et vous pouvez déclencher le retrait d'un post-it directement dans votre boîte aux lettres. Cette petite adaptation, elle semble bête, mais c'est typiquement le genre d'adaptation qu'on a dû prendre pour pouvoir faire en sorte de respecter effectivement les gestes barrières. Et sinon, on ne l'aurait pas fait parce qu'on préférait effectivement ne rien faire plutôt que quelque part causer un risque pour d'autres personnes. En gros, derrière, on revend
à la fin du confinement, donc pas pour l'instant puisque nos entrepôts sont fermés, à la fin du confinement, on revendra tous les produits qui ont une valeur marchande et les particuliers pourront choisir de donner tout ou partie des montants obtenus à la PHP. Et le ZAC ne touche absolument rien et surtout paye aussi tous les coûts logistiques et puis les coûts RH de tri. Donc c'est une opération totalement à perte qu'on a mis dans un budget, on va dire, type communication awareness. Mais c'est un petit peu à la fois voilà, notre pierre à l'édifice et en même temps, c'est totalement dans notre mission. C'est totalement conforme à ce qu'on fait. On n'a pas commencé à faire de l'alimentation, on n'a pas commencé à travailler sur quelque chose qui n'a rien à voir parce que je pense qu'effectivement, pour avoir le plus d'impact, il faut réfléchir à potentiellement là on est bon, là on a des assets pour pouvoir les mettre au service d'une situation particulière. Et on voit que c'est ce qui marche avec les startups à impact. Et j'en finirai là. Ce qui est incroyable, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de boîtes à impact qui ont vu leur activité un petit peu décuplée en s'adaptant, mais leur activité décuplée pendant la crise, ce qui montre bien que l'impact n'est plus forcément un choix, mais doit devenir la norme, puisque dans des temps très complexes qui font un peu le tri entre différentes activités, les startups à impact, Phoenix, Entourage, Latitude ou autres, sont plus que surmobilisés. Merci PE. Manon ou Lucie, je crois que Lucie est en déménagement, donc Lucie, attends. Lucie, tu as ton micro désactivé. Oui, excusez-moi, je pensais que ça passait inaperçu. J'avais des problèmes de chargeur et de casque. Tu veux enchaîner du coup? Tu préfères que j'y aille? La question, c'est donc quand et comment tu t'es lancée dans ce programme un peu solidaire et est-ce que c'est lié à ton activité principale? Alors oui, du coup, oui, le programme qu'on a monté, et je rejoins complètement PE là-dessus, c'est qu'il ne faut pas dénaturer son expertise, son savoir-faire, et c'est plutôt là-dessus, en tout cas nous, c'est ce qu'on a fait évidemment, c'est qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on fait en temps normal, et comment est-ce que ça peut servir la situation actuelle. Et donc du coup, nous, on avait en fait commencé à réfléchir, pas tellement à un programme, mais déjà avant le confinement, on avait commencé à écrire des articles pour notre communauté autour de quel impact du Covid pour les personnes SDF, comment est-ce qu'on peut aider les personnes SDF à se prémunir de la maladie et tout ça. Donc, on avait commencé à réfléchir un petit peu en fait, à une analyse du problème. Et ensuite, quand on s'est retrouvés confinés, on s'est dit, mais en fait, d'une part, du coup, il y a des conditions absolument dramatiques pour les personnes SDF. Et par ailleurs, un des autres métiers d'entourage, en fait, qui est très important, c'est la lutte contre l'isolement et la façon dont on maintient le lien social pour des personnes qui sont très exclues et tout ça. Et là, ça devenait aussi un enjeu absolument critique. Donc, je pense qu'en fait, on s'est même pas dit tout de suite, tiens, on est en train de créer un programme. On s'est dit, tiens, comment est-ce que la mission qu'on mène, qui est absolument cruciale, on réussit à la mener en temps de confinement et de crise. Et donc, comment on repense nos activités pour qu'elles se digitalisent encore plus, parce qu'on était quand même déjà assez digital. Et puis, en fait, ça s'est structuré en une réponse. Mais on va dire, on a d'abord fait le move de se dire, comment on s'adapte et la structuration est venue par la suite. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais voilà. Et après, comment on s'y est pris concrètement? Je ne sais pas si c'est ta question d'après, Jessica, ou si je peux y aller. Tu peux y aller. Tu peux commencer à présenter. Après, je vous demanderai comment vous avez géré en équipe, si vous avez eu des partenaires et avec le digital, plutôt par thématique. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, moi, je vais vous raconter un peu ce qu'on fait finalement. Du coup, nous, on avait 3 activités avant chez Entourage. La première, c'était vraiment de la sensibilisation auprès du grand public pour les aider à déconstruire les préjugés sur les personnes SDF. La deuxième, c'était la plateforme d'entraide Entourage, donc le réseau Entourage qui permettait de mettre en lien des habitants qui avaient envie d'agir et des personnes SDF dans les quartiers. Et le troisième, c'était des événements de lien social qui permettaient de faire se rencontrer des habitants et des personnes sans domicile. Et aujourd'hui, la réponse qu'on a et le projet Covid qu'on a, il s'oriente autour de, premièrement, informer les personnes SDF de la situation et les aider à comprendre et à mieux s'orienter parce qu'il y a eu un chamboulement en fait hyper important de toutes les structures d'aide, les distributions alimentaires, les centres d'accueil de jour ont fermé, les bains-douches ont fermé, les sanisettes et les bancs de fontaines ont été fermés pendant un premier temps. Donc, comment est-ce qu'on aide les personnes SDF à accéder en fait à l'information et à s'assurer qu'elles comprennent ce qui se passe? Le deuxième, c'est comment est-ce qu'on aide les personnes SDF à trouver de l'aide auprès de leurs voisins. Et donc là, on s'appuie évidemment sur la plateforme Entourage qui était déjà active et qui est un pic d'activité extrêmement important en ce moment.
La troisième chose, c'est on incite les riverains à agir aussi. Donc, on fait de la sensibilisation en ligne, des webinars pour aider les riverains à comprendre l'impact du Covid pour les personnes SDF et à savoir comment eux, depuis chez eux, confinés chez eux, ou avec les personnes qui croisent sur le chemin vers le supermarché, ils peuvent faire des choses. Et quatrième, ça c'est un truc qu'on a monté vraiment spécialement pour le Covid, c'est un truc qui s'appelle les bonnes ondes et qui est le maintien du lien social par téléphone. Donc on propose à des gens comme vous et moi de passer des coups de fil à des personnes isolées, SDF mais pas que, pour aider des personnes qui sont très isolées à avoir du soutien moral pendant le confinement. Donc c'est pas d'entraide psychologique, c'est pas SOS Amitié, c'est plutôt vraiment des voisins qui se passent des coups de fil pour veiller les uns sur les autres. Ok, merci Lucie. Manon, tu peux nous dire rapidement, avec toi, ta particularité qui était que tu faisais pas mal d'événements. Donc, je pense que tu peux peut-être raconter comment tu as réussi à contourner cette problématique, quoi. Ouais, nous, l'attitude, on a vite été touchés par la crise et surtout par le confinement qui allait avec. Parce que nos activités, c'est des actions dans les écoles. Donc, fermeture des écoles, ça nous a rapidement marqué. Et des événements pour réunir notre communauté et leur montrer concrètement. Enfin, nous, on anime toujours à la fois en ligne et hors ligne. Parce qu'on considère que pour donner envie à des personnes de s'engager et de passer à l'action, en fait, la rencontre physique et le lien concret, les interactions entre des personnes, ça a vachement de valeur. Mais d'un jour à l'autre, on s'est retrouvés à pouvoir exercer ces deux activités-là. Et du coup, ce qu'on a fait d'abord, la priorité, c'était maintenir toutes nos actions dans les écoles. Donc ça, on a maintenu tout à distance en réinventant un peu tous les formats de cours et en se portant même disponible auprès de nos écoles partenaires et des enseignants avec lesquels on est en lien pour les aider, eux, à réinventer aussi un peu la façon dont ils faisaient des cours, parce que c'est un truc vraiment pas évident quand t'es prof et que du jour au lendemain, en fait, plus de salle de classe, il faut se servir d'outils informatiques qui sont censés fonctionner, mais en fait, ne fonctionnent pas à l'échelle une fois qu'il y a 12 millions d'élèves qui se connectent dessus. Enfin, c'était une vraie galère dans les écoles et ça l'est toujours. Donc nous, on a essayé de continuer notre activité comme ça et voire même d'aider un peu les profs à côté avec ce que nous, on pouvait savoir faire, étant donné qu'on est un peu, on touche un peu à tout dans le numérique. Et puis l'autre chose, là où ça a vraiment changé pour nous, c'est qu'on a une grosse communauté donc, de personnes tech qui s'engagent habituellement sur des projets soit à visée environnementale, soit à visée sociale, et qui là se sont retrouvés, la mobilisation a été beaucoup plus forte que d'habitude. Vraiment, il y a eu un gros sentiment de tout le monde veut agir. Et d'ailleurs, avec des petits risques un peu derrière, parce que moi, j'ai l'impression qu'il faut faire attention à pas trop héroïser ces actions. Enfin, on a tous envie d'agir, on voit tous les soignants, on dit ouais, bravo. Et en fait, on se dit mais nous, moi, à quoi je sers? Peut-être, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et donc, il y a un fourmillement d'initiatives. Donc, super chouette. En même temps, il faut faire gaffe parce qu'on se rend compte qu'on est. Finalement, c'est pas nous tous individuellement qui allons arrêter cette crise, mais c'est plutôt peut-être en s'entraidant, en réunissant des projets. Là, on a vu plein de projets, un peu tous les mêmes, qui se lançaient côte à côte. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est pour les personnes qui nous entourent et pour toutes celles qui sont arrivées vers nous au moment de la crise, donc tous les techs qui ont dit comment on peut aider, de rendre ça plus lisible en fait. Donc, nous, on n'a rien réinventé, mais on a juste on fait un énorme travail de veille pour repérer toutes les initiatives qui nous paraissent avoir du sens et qui ont des besoins techniques. Et on envoie à toutes les personnes qui ont des compétences numériques ou techniques des projets concrets sur lesquels elles peuvent se mobiliser. Et on essaye de garder notre rôle, qui est aussi, comme tu disais tout à l'heure, notre rôle habituel hors crise, de catalyser en fait et de créer la rencontre et de l'entraide entre le monde de l'innovation technologique et le monde de l'intérêt général. Et on essaye de faire ça même maintenant sur un format un peu différent, c'est-à-dire que tous les jours on envoie 3 actions très concrètes sur lesquelles on peut s'engager en un clic en disant voilà, moi je suis développeur front, je peux aider à développer cette application qui paraît avoir du sens. Moi j'ai des compétences en data, je peux aider sur ce dashboard qui va permettre de mieux suivre les données liées au Covid. Et donc, on fait un travail de veille, de filtre et de relais ensuite
à toutes les personnes qui veulent s'engager pour essayer que leur énergie soit mise, aille plutôt dans le bon sens. Je me permets juste de rebondir, Jessica, si ça te va, bien sûr, sur ce que vient de dire Manon. Vous avez sûrement vu, mais il y a énormément d'articles aujourd'hui sur le monde d'après, que ce soit de grands philosophes comme Yuval Harari. Il y a une plateforme, effectivement, qui vient des députés. Il y a pas mal de politiques avec des avis différents qui parlent du monde d'après. Il y en a certains qui disent que l'environnement va potentiellement s'en trouver mieux loti. Il y en a d'autres qui disent au contraire qu'on va revenir à un biosystème productif et que ça fera l'enfer. Et en fait, ça mis d'un côté et de l'autre côté, effectivement, avec le confinement, l'oisiveté et l'envie de s'engager, ça peut, comme tu disais Manon, entraîner une sorte de fourmillement pas très clair, avec beaucoup de gens qui veulent s'engager mais ils ne savent pas vraiment comment. Et moi, j'ai bien vu la plateforme de Latitude sur Airtable que je trouve vraiment top. C'est le genre d'acteur dont on a absolument besoin, et notamment pour les jeunes, en particulier les stagiaires. Il y a beaucoup d'étudiants qui se retrouvent sans stage et qui, du coup, sont tout simplement sans activité et de manière assez stressante. Parfois, il y a des besoins financiers et puis, de toute façon, des validations de crédit, etc. Il y a besoin d'acteurs qui organisent avec des convictions et qui organisent avec des missions pour pouvoir, du coup, se dire qu'on va dans le bon sens et qu'on effectue quelque chose qui, effectivement, va permettre de faire avancer la situation de manière positive. Parce que chacun y va avec une granularité délirante. Il y a des hackathons, évidemment, dans tous les sens, à des niveaux gouvernementaux. En Estonie, en France, là, il y a un hackathon qui commence samedi, XCHEC, qui est absolument top, et pas mal d'écoles à côté. Il y a besoin de ces acteurs, effectivement, pour agglomérer et qu'il y ait des gens qui puissent dire aussi leurs problématiques pour que ça soit utile et pas de l'agitation un petit peu problématique. Et à la fois des plateformes et à la fois des acteurs sectoriels, experts, qui du coup restent sur leurs prérogatives, notamment entourage avec les SDF. Moi, je ne sais pas aujourd'hui quelle est la situation d'un SDF, comment je peux vraiment l'aider, quelles sont les problématiques qu'il rencontre pendant le confinement. Donc, j'ai besoin que Réseau Entourage reste sur sa mission et nous balance plein d'infos là-dessus et nous permette justement d'agir avec un peu d'expertise, un peu de pensée, plutôt que de vouloir tout faire moi-même comme un héros, comme disait Manon. Alors justement, vu que vous parliez de ça, je voulais vous poser la question, est-ce que vous travaillez en solidarité avec d'autres acteurs, en partenariat avec d'autres acteurs, du point de vue de l'urgence, de l'express et qu'on ne peut pas tout faire soi-même? Est-ce que vous, en interne, vous avez développé des partenariats ou est-ce que vous communiquez? Enfin, comment ça se passe dans vos équipes? Est-ce que ça s'illustre un peu, quoi? Si vous voulez. Vous voulez répondre en premier? Ouais, vas-y. Vas-y, Manon. Oui, en fait, chez Latitude, on a beaucoup l'habitude de travailler en collectif avec d'autres acteurs ou souvent d'autres assos amis, qu'on connaît très bien. Et donc, il y a un mouvement qui s'est lancé rapidement qui s'appelle bénévolat.fr, qui est pour but de mettre en lumière toutes les assos qui proposent du bénévolat à distance pendant la période de confinement, pour répondre notamment aux besoins de plein d'associations qui se retrouvent un peu sans bénévoles d'un coup, parce que souvent les bénévoles sont des personnes âgées ou qui ont été les premières à se confiner, même avant l'annonce du vrai confinement, ou tout simplement parce que les personnes ne peuvent plus sortir et contribuer. Donc on a lancé bénévolat.fr avec 7 assos qui ont l'habitude de faire ça, notamment tous bénévoles, Webassos, Benova, voilà. Donc ça, déjà, c'était super cool de voir qu'en fait, on arrivait à se mettre tous ensemble et à non pas essayer chacun de valoriser son initiative, mais à faire une page commune pour mettre en avant tout ce qui existe. Et la deuxième chose, c'est que donc sur notre action, où on communique chaque jour auprès de notre communauté tech les actions sur lesquelles les personnes peuvent se mobiliser. Ça, on a commencé par le diffuser juste dans notre communauté. Mais en fait, très rapidement, on s'est mis à faire ce travail en commun pour le diffuser un peu partout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on diffuse dans une quinzaine de communautés tech. Il faut savoir que le monde de la tech fonctionne beaucoup. Enfin, en tout cas, les personnes qui ont des compétences tech se retrouvent très souvent dans des communautés soit liées au langage de programmation qu'elles maîtrisent, soit liées à des technos vraiment qui les intéressent ou à des centres d'intérêt. Et donc, il y a plein de communautés qui se sont créées pour l'occasion autour du Covid. Donc, les gens qui sont data contre le Covid, les gens qui sont plus cybersécurité contre le Covid. Enfin, il y a plein de choses qui se sont créées. Donc, toutes ces communautés-là, on relaye les actions sur lesquelles nous, on a fait notre travail de veille et de simplification, de rendre ça un peu plus lisible.
Et puis, plein de... Enfin, il y a vraiment, ouais, je dis 15, mais en fait, il y en a des nouvelles à chaque fois. Donc, je pense qu'il y a bien une vingtaine de communautés dans lesquelles on relaye finalement le travail un peu de cadrage qu'on a pu faire avant. Et il y en a qui étaient un peu surprises au début, qui disaient, mais attendez, on ne comprend pas, vous voulez attirer les gens ailleurs, alors que nous, on a aussi des besoins là où on est. Et finalement, en discutant, il y en a aussi plein qui trouvaient ça vraiment chouette, qu'on ne soit pas... Enfin, nous, on a dit, de toute façon, même si on récupère des mails, on les supprime à la fin. Enfin, il y a vraiment plus de confiance dans cette période, j'ai l'impression, parce que tout le monde sait qu'on essaie de faire ça juste pour apporter notre pierre pendant ce temps-là. Et donc, ça permet de créer des liens et de prendre des décisions rapidement aussi avec d'autres acteurs sans rester dans des querelles pendant des mois parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur tel ou tel truc. Là, tout le monde a juste envie d'agir, d'avancer et c'est assez agréable de sentir ça dans cette période. Ok, merci Manon. Lucie ou PE, vous voulez compléter avant qu'on passe à la gestion en équipe, en remote, sans financement? Ouais. Moi, j'ai juste 2 exemples, si ça te va, Lucie, très rapidement. Je rejoins Manon sur le fait qu'en fait, c'est très pratique de faire des coopérations, notamment au sein d'un ensemble comme Tech for Good France, parce qu'on est tous alignés sur ce qu'on veut faire. Il y a une excitation et on se comprend, on parle le même langage, c'est-à-dire qu'on veut faire des bonnes actions et donc du coup, ça peut aller beaucoup plus vite à ce niveau-là. Il n'y a pas besoin de checker dans tous les sens les intérêts divers. Nous, on a fait 2-3 partenariats. Le premier, pour répondre à la question aussi de Manon en QNR, que faire pour les enfants déconnectés? Il y a une initiative de la Fondation Simplon avec Frédéric Bardot pour choper un max de matériel reconditionné électronique à la fois pour les personnes qui du coup en ont besoin dans les hôpitaux, les EHPAD, si je dis pas de bêtises, pour pouvoir faire des visios avec leurs proches. Et deuxièmement, pour, et notamment grâce à Emmaüs Connect, les donner à des enfants qui du coup ne peuvent pas suivre l'école à distance en étant chez eux parce qu'ils n'ont pas de matériel. C'est le genre d'initiative que nous, on aide. Un autre truc, par exemple, on a aidé aussi la PHP à obtenir des webcams grâce à Back Market, que vous connaissez sûrement. Back Market, un grand du secteur, enfin une plateforme de produits reconditionnés très connue. Un marchand de Back Market, du coup, a accepté de donner des webcams pour faire de la téléconsultation plus rapidement depuis l'hôtel-dieu et pouvoir désengorger un peu les personnes qui venaient en pensant avoir le Covid, alors que c'était pas du tout le cas. Donc mes 2 points, c'est juste que quand on parle le même langage, parce que du coup, on faisait déjà de la Tech for Good avant et qu'on a déjà un réseau qui en parle bien avec les mêmes personnes sur le même WhatsApp. Je pense qu'il n'a jamais été aussi actif que pendant la crise. Et deuxième point, rester toujours, encore une fois, dans son secteur. Moi, quand on me demande de l'aide sur des produits électroniques, je connais un peu tout le marché, je connais tous les acteurs. C'est plus compliqué quand on touche d'autres domaines. Donc, je pense que je suis plus efficace pour des webcams et des ordinateurs pour des jeunes qui peuvent pas suivre des cours que pour toute autre demande. Voilà. J'envoie le lien Fondation Simplon pour Manon qui m'a posé la question. Voilà. Il a été envoyé, Tom l'a envoyé de Simplon. Ok, pardon. Je ne sais pas si les questions Q&A, là, quand je réponds, tout le monde a la réponse ou pas, ou si c'est juste la personne qui la pose. Non, c'est tout le monde là, t'inquiète. Ok. Enfin, ça dépend. Si tu l'as. Moi, je complète hyper rapidement. Vas-y. Vas-y, Lucie. Non, du coup, je complète hyper rapidement sur cette histoire de partenariat où c'est vrai que nous, dans l'action sociale, les partenariats, c'est pas toujours simple. On a beau être dans le secteur du non-marchand, il y a quand même une certaine concurrence entre les associations ou une difficulté en tout cas à trouver les moyens de la collaboration. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, il y a une espèce d'union sacrée hyper forte, je trouve, autour de la situation actuelle. Il y a des outils comme Slack. Alors, ça vous paraît, vous êtes la communauté tech, donc vous pensez que Slack, c'est genre un classique, mais dans le social, voir un Slack qui se crée entre les différentes associations d'aide au SDF, c'est assez incroyable. Des groupes WhatsApp et tout ça. Globalement, c'est vrai qu'il y a un souhait des acteurs, en tout cas, de travailler ensemble les uns avec les autres et de se faire circuler l'information. Et de s'appuyer sur les outils existants. On a vu un autre acteur de la Tech for Good qui s'appelle Solinum, avec qui nous on travaille déjà depuis longtemps, bien, qui fait un annuaire des structures d'aide aux personnes SDF, et tout le monde a dit à Solinum, ok, on te donne le rôle de mettre à disposition cette information, et c'était super que les gens ne veuillent pas réinventer un truc, mais qu'ils se disent, ok, quel est l'acteur à qui on va faire confiance pour faire ça et qui existe déjà. Voilà. Et après, par contre, je trouve que la distance fait que c'est plus facile quand même de travailler bien et très rapidement avec des gens qu'on connaît déjà. Donc nous, on s'est quand même plus appuyé naturellement sur le réseau d'acteurs partenaires qu'on avait déjà, parce que la distance fait que c'est encore plus compliqué quand même de créer le lien avec des gens qu'on ne connaît pas du tout. Voilà.
Ok, merci, merci Lucie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur ce qu'on vient de dire. Là, on va passer plus en mode conseil et comment vous avez réussi, enfin les coulisses en fait de cette gestion de projet express. Donc c'est vrai que c'est une gestion de projet express sans financement et en remote. Donc comment ça se passe? Quelles ont été vos difficultés? Je pense que les difficultés que vous avez éprouvées et quels sont les conseils que vous donneriez pour une gestion de projet express dans ces conditions-là. Jessica, tu donnes la parole? Vas-y, allez, à toi, PE. Ok, non, moi, Qui parle en premier. Ah, non, je sens que tu es jalouse. Vas-y, si tu veux. Non, vas-y, je dis juste, c'est toujours Non, celui qui pose la question qui se fait après. C'est le retour oui, de bâton. c'est pas faux. La première chose qui est un peu complexe, c'est quand on lance une opération qui n'est pas directement l'activité qu'on a en temps normal. Il y a une question de marque qui est assez complexe à gérer. Nous, on a créé du coup une plateforme qui est totalement différente d'Elosac, qu'on a appelé le Tri Solidaire. On l'a appelé le Tri Solidaire. Et c'est vraiment une plateforme temporaire, décorrélée, bénévole, qu'on a faite avec mon associé sans trop mobiliser l'équipe. Mais donc, ça se pose un peu la question de se dire effectivement, est-ce qu'on crée une deuxième marque? Comment on corrèle à la première marque? Là, j'ai eu des questions sur le modèle économique. Du coup, il y a une confusion forcément entre le fait de, à un moment donné, être dans le bénévolat et potentiellement dans la com, et de l'autre côté, être sur un modèle économique classique d'entreprise rentable. Donc, ça, c'est la première chose, avoir une décision assez forte sur le sujet. Lorsqu'on est potentiellement une association, il n'y a pas de sujet parce qu'en fait, nos activités sont décuplées. L'activité n'est pas changée, je prends l'exemple de Phoenix, mais qu'elle est juste décuplée aussi, il n'y a pas cette question-là. Phoenix, donc, dans l'anti-gaspillage alimentaire, qui ont été sursollicités la première semaine par tous les restaurants qui fermaient. Il y avait juste à avoir plus de moyens et plus de répondants, mais il n'y avait pas à changer de marque. Mais premier sujet, c'est effectivement décider vraiment tout ce qui est en termes de branding, en termes de lancement de plateforme ou autre. Et une fois qu'on a décidé ça, c'est forcément, on n'a pas de temps, donc il faut être très, très lean, aller très, très vite. On a créé un site sur un petit outil qui s'appelle Landen, L-A-N-D-E-N, qui permet de se lancer en 2 minutes, on va dire, pour effectivement avoir quelque chose d'un peu propre. Il y a plein d'outils qui existent. On avait un peu l'impression de revenir au tout début d'Elosac. Alors, on n'est pas très vieux, on a une boîte qui a 4 ans, mais au tout début d'Elosac, on a utilisé un Typeform derrière avec un questionnaire, alors qu'on a un site un tout petit peu plus développé maintenant sur elosac.fr. Et la dernière chose, c'est bien vous entendre, évidemment, avec vos investisseurs sur le sujet. Et ceux qui vous financent, et alors que la situation est en stress, pas possible, puisque nous, on a mis une partie de l'équipe au chômage partiel. J'ai dit au début que mon activité était à zéro, c'est-à-dire à zéro chiffre d'affaires pendant tout le mois les 2 dernières semaines de mars et le mois d'avril, ça va être évidemment pareil. Donc, quand vous leur dites que vous allez lancer une opération de tri solidaire, alors que de toute façon, vous ne ferez pas de CA et que ça va en plus vous coûter de l'argent puisqu'on paye les étiquettes Colissimo et qu'on va mettre des ressources RH pour faire le tri et vendre les produits derrière, faut avoir le bon discours. Et le bon discours, le cas échéant, c'est que ça sert aussi la boîte parce qu'on va apprendre beaucoup en fonction de la réaction des gens sur les habitudes du tri. Là, on va voir tous les produits que les gens nous envoient, donc ça va nous permettre peut-être d'améliorer notre modèle derrière. Et au passage, on va faire un peu de notoriété, je l'espère. Il n'y a j'ai aucun tabou sur le fait de dire, une fois qu'on a un business à impact, sur le fait de dire que cette opération va aussi, sachant que ça nous coûte pas mal d'argent, puisqu'on va être sur si ça fonctionne autour d'un coût de 40 000 euros pour cette opération, c'est pas un tabou de dire que le cas échéant, ça va nous permettre d'être un peu plus connu pour être peut-être un peu plus utilisé derrière. Donc voilà, il y a un peu différentes choses. Je dirais la communication de la marque, l'organisation évidemment, lancer de manière super lean avec des outils simples et pas le temps de développer un site super compliqué avec des devs. Et la dernière chose, bien vous entendre avec vos investisseurs, votre board, les parties prenantes pour faire en sorte que tout le monde soit au courant et vous tire pas dans les pattes derrière. Voilà. Et du coup, tu n'as pas mobilisé ton équipe pour ce projet. C'est juste avec ton cofondateur. Une toute petite partie bénévolement, mais pas au nom d'Elosac, on va dire. D'accord. C'est une initiative, d'ailleurs sur le site, on fait très attention à ça par respect des mesures gouvernementales au passage. On fait très attention à ça, on a fait ça sur notre temps libre, sachant que évidemment on ne touche pas le chômage partiel. Voilà. Pourquoi vous ne touchez pas le chômage partiel? Parce qu'on est mandataires sociaux, et les mandataires sociaux, qui est le statut de la plupart des cofondateurs de start-up, ne sont pas éligibles au chômage quoi qu'il arrive, en situation normale, mais cotisent quand même pas mal. Hein.
Ça, c'était la petite minute lobbying. Mais par contre, effectivement, donc c'est exactement la même chose en cas de chômage partiel, ce fameux dispositif dont beaucoup de gens parlent. Mon associé et moi ne sommes pas éligibles comme beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui. Donc, on peut se permettre de bosser à fond en télétravail depuis chez nous quand nos enfants dorment. Et puisqu'on n'est pas dans un statut, on doit arrêter de travailler pour évidemment justifier, et c'est totalement normal, le fait de toucher une subvention de l'État. Ok, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a deux typologies différentes d'entreprises, entre guillemets, puisque PE, toi, on peut dire que tu es une start-up, enfin en tout cas une entreprise avec des investisseurs. Lucie, toi, tu représentes Ouais. une association Entourage. Et Latitude, je crois que c'est aussi une association, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un peu différent. Là, peut-être, Lucie et Manon, si vous pouvez parler de comment vous avez géré vos équipes en remote. Et après, on pourra plus parler du côté financement. Quand on est une asso, quand on est une start-up, comment on fait pour arbitrer entre ne pas mettre la clé sous la porte et développer cette initiative, se préserver, enfin, tous ces arbitrages-là à prendre en compte. Lucie, si tu veux. Ouais, moi, Vas-y, Manon, t'avais démarré. Vas-y, moi, Manon. je veux bien reprendre ce que disait PE. C'est vrai que nous, on est assez fans aussi des outils no-code, où on peut faire plein de choses sans avoir à construire une plateforme hyper compliquée. Donc, évidemment, quand il y a un truc à lancer en une journée, c'est vers ça qu'on se tourne. Il y a des gens qui demandaient ce qu'on utilise. Nous, on utilise beaucoup Strikingly pour notre site et Airtable pour ce qui va être tableau, structuration de données. Et la façon dont ça s'est passé pour nous, en fait, à partir de l'annonce du président de la République le jeudi soir, en gros, le vendredi, on a géré les actions urgentes, c'est-à-dire contacter tous nos partenaires dans les écoles, prévoir ce qu'on allait faire sur vraiment l'existant, comment on allait faire pour maintenir. Donc ça, c'était le branle-bas de combat du vendredi. Le lundi, on a regardé tout ce qui se passait pour comprendre quel était ce cataclysme qui bouleversait un peu tout partout, vu toutes les communautés se créer, vu vraiment tout ce qui se passait. Et mardi, on décidait de ce qu'on allait lancer, quoi. Donc ça s'est vraiment, ça s'est passé super vite. Et du coup, on s'est pas trop pris la tête pour le lancer. On a dit bon littéralement, il y a eu un message sur Slack de voilà, le constat c'est ça, là où on est utile, je pense que c'est ça. Et ce que j'ai envoyé à l'équipe. Hein. Et voilà du coup ce que je vous propose de faire. Et j'ai recopié ça dans une page sur notre site avec les mêmes mots. Voilà ce qu'on est en train de construire parce qu'en fait on voit qu'il y a plein d'initiatives qui se lancent, on voit qu'il y a plein de gens qui ont envie de s'engager et nous on veut continuer à faire peut-être ce qu'on sait faire d'habitude, c'est-à-dire mettre en lien les deux pour éviter qu'il y ait de la déperdition d'énergie. Et donc, message et ensuite on a commencé à envoyer tous les jours et le nombre de communautés dans lesquelles on relayait a grandi chaque jour, le nombre d'initiatives qu'on nous envoie aussi parce que au fur et à mesure plus ça communique, plus tout le monde a envie qu'on relaye leur initiative à eux, donc ça s'est organisé et l'équipe a été vraiment top, l'équipe en interne, l'attitude sur ce sujet parce que dès qu'on a annoncé ça, tout le monde était très heureux de pouvoir faire quelque chose, aligné aussi sur la vision de on va peut-être pas pouvoir tout changer, mais continuer à faire quelque chose qui correspond à ce qu'on sait faire d'habitude. Et donc, tout le monde s'est mobilisé pour faire des trucs qui ne sont pas très drôles et sur lesquels on ne se serait pas jeté d'habitude, de dire « Ok, moi, je prends ces 5 groupes et tous les jours, je vais aller poster et faire community manager dedans. » C'est pas nos compétences d'habitude et c'est pas forcément le truc qu'on s'arrache en temps normal, mais en fait, là, avec l'énergie et l'élan que ça donnait, tout le monde était ravi de prendre des petites tâches à faire et donc ça s'est réparti super rapidement et on s'est vraiment pas trop pris la tête pour lancer ça. Donc ça a aussi des vertus le fait de devoir lancer en urgence parce que à la fois sur la com on s'est pas trop pris la tête, on a juste vu qu'on a envoyé un questionnaire pour s'inscrire, un formulaire pour s'inscrire et on a eu dans la journée 200 mails de personnes qui disaient moi je veux recevoir ces messages. Tout va très vite, on ne se prend pas trop la tête, on ne fait pas de suivi sur qui clique où, quelle action marche. D'habitude, on essaye de faire un peu d'analytics derrière pour savoir est-ce qu'il faut plus favoriser ça pour mieux engager les gens ou pas. Là, c'est juste on envoie, on déroule et finalement, cette spontanéité-là plaît aussi, je pense. Ce que tu disais peu sur le fait que c'est une dépense pour nous.
c'est juste du temps. Là, c'est du temps gratos qu'on passe. Et en même temps, notre communauté, elle est en attente de ça aussi. Parce que sinon, on serait juste en pause pendant ce temps-là. Et ça permet aussi de montrer qu'on est capable d'agir rapidement et d'être proche des gens et de répondre à un besoin qu'on a repéré. Donc, je pense Et que ça a et comment concrètement tu fais? Parce que du coup, vous travaillez. Enfin, là, du coup, vous avez des partenaires. Comment vous n'êtes pas au chômage partiel? Enfin, comment ça pose pas un problème sur votre réseau de continuer à travailler ou comment? Enfin, juste les questions un peu pratiques de financement. Bah alors, de façon pratique, comme on a maintenu une bonne partie de nos activités, nos financements existants sont presque tous maintenus. Donc, on est très peu en chômage partiel. Il y a eu quelques événements d'annulés, donc on a mis du chômage partiel en fonction de ça pour les personnes qui n'ont plus à préparer ces événements-là. Et il y a un peu de baisse aussi de l'activité, sur certains sujets, notamment les relations entreprises, puisque les entreprises sont très occupées à gérer d'autres choses. Donc, un peu de chômage partiel sur ça. Et par contre, ce qui est vraiment impacté, c'est la vente et le lancement de nouveaux projets. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui est à l'écoute sur des nouvelles choses à lancer. Autant maintenir de l'existant ou du presque lancé et garder cet élan, ça plaît plutôt et tout le monde est très réceptif à ça. Autant faire des actions en lien particulièrement avec la crise, ça marche bien. Autant lancer des nouveaux projets pour après. Tout le monde n'est pas encore vraiment mature là-dessus. Et donc, concrètement, les responsables partenariats et les commerciaux n'ont pas grand-chose à faire en ce moment, à part entretenir de la relation. Je rejoins Manon sur ce point. Voilà, c'est hyper important, les projets. Pardon, juste un mini point. Les projets, effectivement, que vous lancez, ils doivent être autonomes. Vous pouvez intégrer des partenariats et des collaborations, mais vous devez pouvoir assurer la chaîne de valeur tout seul. Sinon, ça prend évidemment énormément de temps et vous êtes en dépendance. Nous, on a une deuxième boîte en cours sur le gaspillage du non-alimentaire dans les grandes surfaces et tous nos projets sont en pause alors qu'on était extrêmement avancés avec les directions d'innovation concernées, notamment de boîtes comme Leroy Merlin ou autres, puisqu'évidemment, ils doivent gérer la crise. Il y a les boîtes du retail ont cuté dans leurs effectifs évidemment tout de suite. Et vous avez un gel des dépenses, des recrutements partout, puisque évidemment personne ne sait trop où on va aller. Donc, si vous lancez des choses, un conseil, c'est soyez capable en fait d'assurer la chaîne de valeur de votre initiative. Lucie, l'autonomie. Lucie, tu peux nous dire un peu comment tu as fait ça avec Ouais. ton équipe, comment tu travailles avec tes équipes en étant en remote et voilà, comme tu m'avais raconté un peu hier. Exactement. Alors nous, ça nous a pas pris du jour au lendemain comme Manon, mais ça nous a pris quand même 3-4 jours de définir notre nouveau programme d'action. Mais en gros, je pense que comme pas mal d'autres acteurs de la Tech for Good, on est déjà assez digitaux dans notre manière de fonctionner en équipe. Et donc, du coup, c'était pas un énorme challenge pour nous de réussir à continuer à fonctionner à distance, puisque Slack et tout ça sont vraiment des bons outils. On a tout sur Drive depuis belle lurette et tout ça. Et nous, en fait, il y a vraiment un truc que j'étais vraiment très contente d'avoir construit chez Entourage depuis quelques mois, qui était un CODIR. Et ça a été hyper utile pour se structurer rapidement. Parce que du coup, maintenant, on a une quinzaine de salariés chez Entourage, mais avec les services civiques, c'est plutôt 25 personnes à temps plein. Et du coup, avoir un CODIR de 5 personnes où c'est toi, tu vas aller regarder quelle est la situation pour les personnes SDF. Toi, tu fais le tour de nos parcs qui gèrent les choses et qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire. Toi, tu vas voir nos partenaires financiers et tu essayes de voir si ils vont revenir sur leurs engagements ou comment ça va réagir côté partenaires financiers. Et toi, et donc là, c'était en l'occurrence moi, je regarde où on en est au niveau de trésor et budget chez Entourage et est-ce qu'on peut se permettre de maintenir l'équipe ou est-ce qu'il faut mettre au chômage partiel. Et toi, tech et produit, tu regardes ce qu'on pourrait facilement adapter dans nos outils pour faire des choses intelligentes et que la plateforme serve au niveau du Covid. Et voilà, tout le monde a fait sa petite analyse. On s'est retrouvés 24 heures après en se disant, OK, du coup, sur la base de cette analyse, qu'est-ce qu'on pense intelligent de faire? Où est-ce qu'on sera utile avec nos outils et nos savoir-faire existants? Et après, il y a eu un peu un fourmillement d'idées. Donc, la première semaine, c'était un peu un tâtonnement où on voulait faire un peu plein de trucs et on aurait pu se retrouver avec 10 programmes différents. Et en fait, on s'est rendu compte, mais on y viendra après au niveau du financement, que là où nous, on craignait beaucoup de voir nos financeurs, y compris ceux qui s'étaient déjà engagés, nous dire écoutez, vous comprenez bien qu'en fait, on va geler la subvention qu'on vous avait promise, parce que là, voilà, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Les financeurs nous ont plutôt dit avez-vous l'intention de faire des choses sur le Covid et peut-on débloquer des enveloppes supplémentaires pour vous aider?
Et du coup, ça nous a obligés, une fois qu'on avait toutes les idées qui étaient ouvertes, à se dire, OK, bon, là, on va pouvoir faire concrètement que 3 ou 4 trucs différents. Et le fait de devoir soumettre des documents projets aux partenaires, et ce très rapidement, parce que les premiers, ils nous ont demandé le vendredi, 3 jours après le confinement, on devait soumettre notre premier projet. Ça nous a vachement obligés à du coup structurer notre apport. Mais voilà, en tout cas pour moi, les leçons que je retiens, c'est quand même le codir et du coup le fait d'avoir une espèce d'équipe resserrée qui elle-même fait travailler les différents pôles, c'est hyper utile et j'étais vraiment contente que ce soit opérationnel chez Entourage. Et après, on a fait exactement comme disait Manon et PE, c'est-à-dire que quand on a dû créer pour les bonnes ondes, par exemple, notre programme d'appel, on utilise vraiment Typeform pour que les gens s'inscrivent, Airtable pour gérer les bases de données. Et je crois qu'on n'a même pas fait de site, mais on a juste fait une page sur le blog d'Entourage pour pouvoir expliquer comment fonctionne l'opération. Donc, on essaye de faire des trucs les plus simples possibles pour que ce soit le plus rapidement faisable. Si le confinement dure et qu'on a besoin de se doter d'outils, peut-être que dans la durée, on pourra faire travailler notre équipe tech pour développer des trucs. Mais dans un premier temps, on a vraiment juste à agréger les outils existants. Ok, merci Lucie. Les participants, si vous avez des questions sur ce qui a été dit, sur les méthodes, les conseils, peut-être vous n'avez pas trop abordé les difficultés. Si vous avez eu des difficultés, moi, ce que j'aurais voulu, effectivement, il y avait peut-être un sujet sur le financement, toi, PE, en tant que start-up, la réaction de tes investisseurs. Toi, Lucie, du coup, tu as dit que par rapport à vos partenaires, ils étaient toujours derrière vous. Donc, bon, voilà, si vous voulez en parler. Et peut-être ce que ça vous a appris, de ce projet, est-ce que les enseignements que vous en tirez, si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Pourquoi? Comme il nous reste à peu près 10 minutes, c'est un peu le pot pourri de la fin, quoi. Et les personnes, les spectateurs qui veulent poser des questions, c'est le moment et on y répondra, donc allez-y. Sur le financement, juste pour rebondir sur ce que j'ai dit, effectivement, la crise, on voit qu'elle agit un peu comme un catalyseur, c'est-à-dire que potentiellement, on pouvait se poser des questions de savoir est-ce qu'on garde telle dépense, est-ce qu'on garde telle cost structure parce qu'on a levé potentiellement pas mal d'argent, etc. Là, aujourd'hui, tout est rationalisé. Les équipes, les coûts, tout doit être rationalisé. Les investisseurs sont stressés. Il y aura potentiellement moins de grandes levées avec des rentabilités à 15 ans dans les mois qui vont venir. On voit que les chiffres de la French Tech et ailleurs sont en chute libre. Mais potentiellement, la part belle à des entreprises rentables plus rapidement, même si elles sont plus petites et surtout potentiellement à impact. Donc, effectivement, première chose, rassurer les investisseurs, mais avec des actions. C'est-à-dire, on est en plein dedans, je vois mon associé qui est connecté, on est en plein dedans en ce moment sur rassurer, en montrant qu'on prend des décisions raisonnables. On nous a demandé tout de suite de faire un nouveau business plan post-Covid, un plan de trésorerie adapté, alors qu'on avait rendu tout ça, évidemment, pour début janvier. Donc, c'est tout simplement une anomalie de l'histoire, on va dire, dans l'année, et il faut tout réadapter en fonction de ça. Et voilà. Et je pense que d'un point de vue financier, les boîtes qui vont éventuellement s'en sortir sont celles qui ont une mission à long terme. Donc, moi, je pense à impact. Elles seront encore utiles dans les mois et les années à venir. Elles seront conformes aux grandes tendances qui se dégagent actuellement, que ce soit la tendance environnementale ou d'autres. Et deuxièmement, qui sauront peut-être mieux gérer leur entreprise en étant peut-être plus réalistes, plus proches de leur PNL et pas dans une idée de on investit dans tous les sens pour trouver une idée d'ici 10 ans. Voilà un petit peu my 50 cents sur le sujet. Manon? Manon, oui, alors, pour le pot pourri, il y avait donc, les difficultés qu'on a rencontrées, tu disais, Jessica, et c'est vrai qu'on en a pas du tout parlé. Je pense qu'on est tous, on essaie de garder la pêche et du coup, on parle de ce qui s'est bien passé et de ce qui nous motive. Moi, la principale difficulté que je vois, c'est un peu comment dire, la perte d'élan, enfin la lassitude ou la perte d'énergie qui vont arriver, je pense, et qui commencent à se ressentir un peu. On voit que la première semaine, tout le monde est au taquet. La deuxième, on se dit, ah bon, ça va être 6 semaines quand même, le confinement, c'est un peu long. Là, on sait que ça va être long. Et donc, finalement, c'est plus tout à fait la même énergie qui s'installe. Et ça, c'est valable dans nos équipes en interne, je pense, et on commence à le sentir un peu. Autant les premiers jours, on est tous super contents de se dire, bah, allez, c'est pas grave, on continue, on avance, on invente des choses. Et autant les semaines d'après, en fait, on se rend compte que c'est plus un sprint, c'est un marathon et qu'il va falloir tenir dans la durée. Et puis, ça se voit aussi à l'extérieur. Je pense que
rapidement, chacun lance son initiative, chacun fait son truc. Sur le Covid, on a vu tous les premiers jours tout le monde qui met toute son offre en gratuit. Finalement, après, nous, on se lance, on mobilise des gens et tout. Mais je me demande si ça ne va pas se tasser un peu et se ralentir. Moi, j'ai un peu peur de ça parce que j'aimerais qu'on garde aussi de l'énergie, que ce soit nous ou le reste de la société, pour l'après. Parce que je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de choses à construire et à inventer pour après. Et ce serait dommage que toute la mobilisation se soit passée juste pendant un mois, ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin pendant un mois ou deux, où finalement on n'est pas ceux qui sommes en première ligne. Donc ce qu'on peut faire, c'est cool, ça va contribuer. Mais je pense qu'on a peut-être encore plus à apporter pour après, c'est-à-dire dans des communautés d'entrepreneuriat social, de Tech for Good, enfin dans cet écosystème-là, je pense qu'on aura une voix à apporter pour dire en fait quel est le monde qu'on veut construire. Après cet événement qui chamboule toute la société, en fait, c'est une occasion de réinventer plein de trucs. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on ait perdu toute notre énergie pour après. Donc, j'essaie de garder ça un peu à l'esprit et ça me fait relativiser un peu de temps en temps. Enfin, dans les difficultés rencontrées, parfois je me dis est-ce qu'il faut qu'on passe autant de temps sur ça ou est-ce qu'en fait on ne devrait pas plutôt être en train de continuer à faire marcher nos actions pour après. Parce qu'en fait, on fait de l'éducation, il y a toujours autant besoin de former des gens. Et former à quoi? Est-ce qu'on change un peu nos programmes? Est-ce qu'on fait réfléchir sur ce qui s'est passé? Comment on fait évoluer ça? Donc ça, c'est partie des questionnements, des questions que je me Maintenant, c'est bien, tu as un peu répondu. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre dans ton pot pourri. Non, mais c'est bien parce que tu as répondu un peu à une question qui était comment envisagez-vous de pérenniser vos actions post-crise? Donc, en fait, de toute façon, vous avez toujours une action sociale même avant la crise. Et là, cette action solidaire vous permet de repenser votre action sociale historique, en fait, aussi. C'est ce que tu étais un peu en train de dire. Si je ne me trompe pas, Manon, tu peux… C'est un peu ça. Enfin, nous, si on reste centré sur notre sujet, c'est vrai que la crise nous fait réinventer un peu la façon dont on communique avec notre communauté, comment on échange, comment on crée des liens qui vont être durables. Enfin, vraiment, comment on garde du contact avec de la contrainte, mais qui, du coup, nous fait un peu innover aussi dans nos façons de faire. Juste comment on maintient une communauté soudée à distance, et du coup, elle le sera d'autant plus en physique. Donc, pour nous, c'est terrain d'expérimentation et c'est sympa. Après, je pense qu'il y a une vraie réinvention pour le post-crise qui sera plus profonde que ça et qui sera plutôt un peu méta sur mais en fait, c'est quoi la société qu'on a envie de construire. Nous, on est là pour y contribuer. On sait bien qu'on ne va pas tout changer avec l'attitude. Et je pense que personne n'a la prétention de se dire ça dans son projet. Mais en fait, comment est-ce que tous ensemble, on fait société et on construit vraiment un monde dont on sait qu'il va peut-être être plus résilient, plus fort, plus juste, plus solidaire qu'avant, quoi. Et ça, je n'ai pas la réponse clairement. Lucie? Je crois je ne sais pas si vous me recevez, mais Lucie? On ne voit plus. Lucie, tu es là? Je ne vous entends plus, moi. Donc, oui, je vois les questions. Ouais. Lucie est en bug. Vous m'entendez ou pas? Oui, vas-y, on te voit pas, mais on t'entend. Ah, d'accord. Je sais pas, il y a une petite perte de signal. Moi, je rejoins exactement ce que dit Manon. Je vais juste répondre quand même très rapidement sur la question des financements aussi. Effectivement, nous, l'entourage, on est soutenu, comme souvent les modèles associatifs, par des subventions publiques, des subventions privées ou des dons. C'était important pour nous. On savait qu'on avait de quoi continuer nos activités. Après, se pose la question de l'argent qu'on a levé, il est pour d'autres programmes, il n'est pas pour le Covid. Et du coup, est-ce qu'on utilise cet argent pour le Covid ou est-ce que voilà. Et donc, c'est pour ça que nous, on a été quand même soulagés de voir que des financeurs nous ont approchés proactivement pour nous proposer de soutenir nos actions Covid, ce qui nous permet de ne pas toucher aux enveloppes qu'on a par ailleurs. Après, il ne faut pas se leurrer. Ça, c'est de l'argent qui se débloque pendant la crise. On sait très bien que l'année prochaine, pour les associations… Là, on t'entend plus. Ça va être hyper… C'est bon, vous m'entendez? Ouais. L'année prochaine, pour les assos, ça va être hyper compliqué parce que toutes les formes l'État n'aura plus d'argent, les entreprises n'auront plus d'argent, les particuliers n'auront plus d'argent, les grands donateurs seront pauvres parce qu'ils auront perdu leur argent en bourse. Donc, un vrai sujet quand même sur
quid des financements associatifs? Donc nous, aujourd'hui, c'est porteur le Covid, tant mieux pour nous. Je pense que ça doit être très difficile pour les organisations qui étaient sur d'autres thématiques qui ne sont pas des thématiques essentielles à l'heure actuelle. Et je pense que l'année prochaine, ce sera compliqué pour tout le monde.